à la session 3. Bienvenue à la troisième session de la Conférence internationale sur le leadership Fédération universelle, Fédération pour la paix universelle 2020. Cette session met en lumière l'Association internationale des parlementaires pour la paix et se concentre sur les opportunités et l'espoir à l'époque d'une crise mondiale. Le continent africain, Afrique, continent du futur. Mon nom est Heather Vokush et j'ai l'honneur de modérer cette session. Nous commencerons avec 5 orateurs estimés, chacun faisant une brève déclaration initiale. Avant de commencer, veuillez noter que nos conférenciers présenteront dans plusieurs langues. Veuillez trouver la fonction d'interprétation simultanée dans la barre d'outils Zoom en bas de votre écran. Choisissez simplement l'option de traduction que vous préférez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à trouver de l'aide dans la section chat. Donc, il y a des gens là-bas qui sont plus qu'heureux de vous répondre. Donc, nos conférenciers estimés aujourd'hui comprennent Son Excellence Delphine Santiago das Naves, qui est président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe. Nous avons aussi l'honorable Hilik Bar, qui est ancien vice-président du Knesset en Israël. Nous avons Son Excellence Tini Husseini, président de l'Assemblée nationale du Niger. Nous avons l'honorable Gadzi Morad Omarov, qui est membre de l'État de Douma en Russie. Et nous avons aussi trois honorables Rebecca Kadaga, présidente du Parlement en Ouganda. Donc, le coordinateur de l'AIPP, Europe et Moyen-Orient, Peter Heider, va présenter un résumé de notre session. À la fin. Donc, nous avons un programme très excitant. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer en donnant la parole à l'honorable Hilik Bar. Vous avez la parole. Donc, merci beaucoup, Madame Heather, pour ce travail très important et j'accueille tous les participants de Jérusalem, la Terre Sainte, et c'est un très grand plaisir que d'être avec vous dans ce LC, qui est une conférence très importante. Et je ne pense pas que le COVID-19 est une raison pour s'arrêter, mais plutôt que de continuer à construire et à travailler pour la paix et à trouver des moyens de renforcer les choses qui sont très importantes pour nous. Et donc, j'aimerais remercier le Dr. Walsh et la FPU pour avoir fait ce très beau travail. Et je dois admettre que ce thème avec lequel nous parlons de l'Afrique est quelque chose de très proche pour moi. Parce que le moment où j'ai pris une pause de la politique après un long temps dans la politique, j'ai donné le plus grand de mon temps à l'Afrique. Et je dois dire que je suis tombé amoureux de l'Afrique. Je suis tombé amoureux des personnes, des Africains. Avec juste quelques visites que j'ai eues en Afrique dans ma carrière politique, durant lesquelles en Ouganda, où j'ai rencontré l'honorable Rebecca Kadaga. Donc, je dois dire que c'est une amie très talentueuse qui a été hôte pour moi là-bas en Ouganda durant. Donc, j'aimerais lui dire shalom d'ici, de Jérusalem. Donc, en temps normal, je laisse du temps pour donner la majeure partie de mon temps à une organisation non gouvernementale, Empower Africa, qui est ici à Jérusalem et qui a été fondée par une personne venant des États-Unis. Donc, elle a créé Empower Africa avec une vision de créer un développement pour faire connaître l'Afrique. Donc, notre première mission en tant qu'Israélite et de Empower Africa est de créer une connaissance de l'Afrique ici en Israël et aussi de par le monde. Donc, nous voulons faire comprendre aux gens que en ce moment, l'Afrique, en plusieurs plans et aussi géographiquement, est le centre du monde et que les gens doivent le savoir.
Et il est important de noter et de comprendre, par exemple, que seulement en 30 ans, jusqu'en 20 000 jusqu'en 2050, point, un tiers du monde, peu importe l'âge, vivra en Afrique et c'est quelque chose de très important. Un tiers de la population sous l'âge de 30 ans vivra en Afrique et les gens de par le monde doivent comprendre que l'Afrique est le continent avec 54 pays et aussi réaliser que l'Afrique est un continent stratégiquement très important, politiquement, économiquement, stratégiquement très important. Et ce que les gens ne savent pas, par exemple, est qu'il y a beaucoup de transformations qui se produisent en Afrique et l'Afrique est la maison des 10, des top 10 plus grandes, plus rapides, les nations se développent le plus rapidement et pas beaucoup de personnes ne le savent. Donc, mais nous devons les laisser savoir cela. Donc, après avoir créé cette connaissance, il est très important pour nous aussi de mettre un point sur la communauté internationale, d'augmenter leur action et intention envers l'Afrique. La communauté internationale doit comprendre qu'il y a à peu près 600 millions de personnes en ce moment où nous parlons et la majeure partie d'entre eux sans eau propre ou électricité. De la population grandissante, nous devons nous demander en 2050 où ces personnes seront. Il y aura deux directions, une de développement et d'éclosion et l'autre du côté négatif. Et c'est notre rôle en tant que leader de faire en sorte que l'Afrique aille du bon côté, prendre le bon chemin. La communauté internationale doit aussi comprendre que les gens de l'Afrique bougent bougent de plus en plus des villages vers les grandes villes en cherchant à trouver des soins sanitaires, de l'eau, de l'éducation, mais aussi pour faire avancer leur vie. Donc nous devons nous demander, est-ce que ces villes peuvent les absorber et s'adapter à eux et leur donner une bonne vie? Donc nous devons aussi y payer attention. Et c'est quelque chose que nous, leaders internationaux, doivent comprendre maintenant et pas demain. Donc, Empower Africa et Israël, qui agissent en ce moment en Afrique, nous avons premièrement choisi de mettre en vue les choses positives qui se produisent en Afrique. Il y en a beaucoup. Donc, on a décidé de se concentrer sur les avantages que l'Afrique a, spécialement dans le grand potentiel que l'Afrique a et les opportunités que l'Afrique a à nous donner, nous, en tant qu'étrangers, en tant qu'économie mondiale, en tant que personnes qui s'inquiètent pour l'Afrique. Donc, il y a un gros potentiel en Afrique. Beaucoup de personnes très intelligentes et très commises qui attendent juste pour remplir et compléter ce potentiel. Donc, une des meilleures choses à faire à travers Empower Africa, c'est d'aider au développement technologique numérique de l'Afrique et aussi aider à renforcer l'économie africaine. Donc, ce que nous devons faire, c'est créer un partenaire gagnant-gagnant, un partenaire mutuel, non seulement entre les nations fédérales, mais aussi entre les gouvernements locaux, les compagnies locales, mais aussi entre le reste du monde et les personnes de l'Afrique. Donc, Empower Africa, c'est à propos d'augmenter le bon point de vue sur l'Afrique en laissant de côté la manière négative que les médias ont de mettre l'attention sur l'Afrique, mais plutôt donner l'attention aux grandes possibilités que l'Afrique a. Donc, je veux dire que Empower Africa, nous nous battons pour donner l'importance sur l'action maintenant et trouver des solutions durables maintenant et créer des relations mutuelles gagnant-gagnant, mais aussi développer le potentiel grandissant de l'Afrique. Donc, je l'ai fait en tant que politicien, mais je pense qu'on doit aussi se connecter de sorte à ce que nous promettons qu'en
2050 ou même en 2030, l'Afrique soit beaucoup mieux. Et c'est magnifique, c'est très important que avec le potentiel qu'il a, il peut être beaucoup plus que ça. Donc, je vais m'arrêter ici et merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour avoir partagé un discours tellement important et vraiment touchant sur l'urgence de donner une plus grande puissance à l'Afrique. Donc, la prochaine chose que nous allons faire, c'est inviter notre prochain conférencier estimé et nous allons maintenant aller vers son Excellence Delphine Santiago das Naves, qui est président de l'Assemblée nationale. Donc, vous avez la parole. OK, c'est parfait. Antes de mais, cumprimentar a todos os colegas oradores, particularmente aos meus homólogos. Tout d'abord, je voudrais saluer tous les orateurs, en particulier mes homologues, pour saluer également l'honorable modératrice et tous ceux qui nous accompagnent dans cette importante conférence virtuelle. Pour moi, en tant que président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe, je suis très fier de participer en tant que président d'honneur en chef à cette conférence internationale des dirigeants. C'est pourquoi j'exprime mes meilleurs remerciements à la Fédération pour la paix universelle sous la direction du docteur Hak Chahan Moon pour une innovation aussi pertinente. Permettez-moi de commencer par aborder le thème de cette rencontre qui surgit sous l'impulsion d'une époque marquée par des incongruités et des frustrations de toutes sortes. Vem sendo dispensado pela generalidade das comunidades a nível mundial, se vem alastrando de forma quase inacreditável, atingindo em muitos países, na sua Il s'est répandu de manière presque incroyable, atteindrant de nombreux pays dans sa deuxième phase. Donc, c'est une très grande peur, point de vue de nous. Donc, face à une situation aussi grave, il est urgent de prêter attention à l'économie mondiale profondément affectée par des effets pandémiques sus-mentionnés, en particulier dans les pays à faible revenu qui, semble-t-il, risquent de submerger. S'ils ne prévalent pas dès maintenant dans la communauté internationale les valeurs de compréhension, d'harmonie, de liberté, de coopération et de paix. En ce qui concerne l'Afrique, un continent qui a émergé dans la lutte pour la prospérité de son peuple, résultant en grande partie de siècles de domination et d'exploitation par les intérêts implacable des autres, il existe un large chemin d'opportunités et d'espoir avec lesquels les gens vivent ensemble. Une nouvelle génération consciente que ce n'est pas dans le contexte de la démocratie, des droits de l'homme, du développement et de la justice sociale que l'avenir si ardemment souhaité pourra prendre forme et assumer le succès requis. Pour cette raison, c'est un très bon moment que la Fédération pour la paix universelle, attentive aux problèmes complexes auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée, parie sur la réalisation de cette conférence, fidèle comme toujours à son objectif de créer des opportunités de dialogue
tendant à construire la paix. Construire la paix entre les représentants du gouvernement, des religieux, de la culture, de l'éducation, de la vie, l'éducation de la société civile, tous agissant ensemble sur la base du respect mutuel et un engagement commun pour la coopération et la bonne gouvernance. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Votre Excellence, d'avoir partagé ces observations très importantes dans l'importance du dialogue dans le contexte démocratique et de la justice sociale, en regard à faire face à tous les problèmes tous les problèmes que nous avons maintenant. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Et prochainement, nous aurons Son Excellence Tini Husseini, président de l'Assemblée nationale du Niger. Vous avez la parole. May we please remind you to unmute. Thank you, sir. Merci. Bonjour et bonsoir tout le monde. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conférenciers, je me réjouis une fois de plus de me retrouver avec vous tous et avec plaisir, par-delà les distances, mais à travers cet écran. Notre sujet du jour apparaît comme un paradoxe. En effet, alors que la pandémie de la COVID-19 est perçue comme un frein majeur à la croissance économique, aux liens sociaux et aux relations internationales, comment alors en parler en termes d'opportunités et d'espoir? Ainsi, à titre illustratif, pour les pays de l'espace Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle communément CEDEAO, la conséquence immédiate de la COVID-19 aura été une entrée progressive en récession avec une contraction estimée à moins 2,1% pour l'année 2020. Au plan des finances publiques, ici et là, le note des baisses de recettes, un déficit budgétaire important, une détérioration des secteurs sociaux de base ou avec pour corollaire un accroissement du chômage, bon, bref, l'aggravation de la pauvreté. À l'échelle africaine, d'aucuns pensent que cette pandémie pourra pousser plus de 27 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté. Pour autant, ce grand défi de la COVID-19, il est possible de dégager d'utiles opportunités, car comme nous l'apprend le Saint-Coran, la difficulté est toujours voisine de la facilité. Donc, notre réflexion sur le thème d'aujourd'hui sera illustrée par quelques exemples choisis dans plusieurs domaines. Il s'agit avant tout de susciter des réactions afin que le débat soit plus enrichi avec les questions-réponses. Ainsi, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, nos pays organisés à travers notamment la zone de libre-échange africaine qu'on appelle ZELCAF, peut beaucoup mieux attirer l'attention de la communauté internationale avec l'espoir de disposer autant des appuis nécessaires pour riposter à la pandémie que pour réaliser leurs objectifs de développement durable et ceux de l'agenda 2063 dans le cadre de relations internationales basées sur la solidarité, l'égalité, la justice et la dignité. Ce sont là les contre-valeurs que nous avons déjà eu à expliquer la dernière fois lors de notre dernière intervention. Pour ce faire, ils pourront développer collectivement les plaidoyers nécessaires pour mobiliser les financements à la manière d'un véritable plan Marshall, qu'on a toujours demandé d'ailleurs, à travers lequel chacun
des pays du Nord tiendrait enfin la promesse de consacrer 0,7% de son PIB à l'aide publique au développement. En un mot, il s'agira de faire en sorte que la riposte financière de la communauté internationale contre la COVID-19 serve de levier à l'ensemble de l'aide au développement. Pour que ce levier soit davantage efficace, il est impératif qu'ensemble, tous les pays du monde entier, à travers notamment l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, définissent des règles précises de cette nouvelle gouvernance politique et économique qui sera dorénavant fondée sur des valeurs beaucoup plus humaines et écologiques. Au niveau interne, des contraintes nées de la gestion de la pandémie, nous devons pouvoir tirer des leçons à même d'améliorer nos rapports sociaux et les conditions d'organisation de nos économies. S'agissant des rapports sociaux, les mesures d'hygiène, la distanciation physique ou sociale et le port du masque que les gens trouvent contraignant peuvent être utilisés comme moyen permanent de prophylaxie médicale pour contrer les maladies et les endémies qui endeuillent régulièrement nos familles. Même si plus tard, le masque pourrait être abandonné, la réduction de la proximité sociale et surtout les mesures d'hygiène pourront se poursuivre et devenir des réflexes de sauvegarde collectif. En matière de management, le télétravail ayant fait la preuve de son efficacité peut devenir une belle opportunité pour améliorer le rendement du travail avec d'importantes économies, notamment en matière de transport et de déplacement. L'autre effet positif de cette économie des moyens est assurément l'allègement général des effets de l'action économique sur l'environnement. D'ores et déjà, semble-t-il, pour la présente année, selon certains scientifiques, l'humanité aura déjà gagné près d'un mois sur le jour du dépassement de l'utilisation des ressources naturelles par rapport à l'année dernière. Le défi est à présent de savoir comment, à l'avenir, capitaliser cette victoire tout en maintenant l'activité économique à un niveau compatible avec une croissance suffisante, une croissance optimale en rapport avec les contraintes écologiques. Pour relever ce défi, il nous faut revoir de fond en comble nos habitudes de consommation et de vie. Cela est possible, car si en 2020, nous l'avons fait sous contrainte et forcée, nous pourrons encore le faire à l'avenir par décision volontariste, pensée et organisée. Il s'agit de définir de nouveaux paradigmes économiques, de nouvelles habitudes de vie, de nouveaux rapports sociaux. Ce serait la meilleure preuve qu'un obstacle peut être transformé en atout. Car comme chacun le sait, militant écologiste ou pas, si l'actuelle civilisation industrielle devait garder le même rythme d'évolution, c'est toute la vie sur Terre qui pourrait être menacée. Le confinement, les couvre-feux et surtout la peur suscitée par la pandémie nous ont démontré que l'on peut vivre de peu, que l'on peut vivre sans produire à l'excès du dioxyde de carbone, en limitant la circulation des avions et autres navires ultra-polluants. La pandémie a entraîné une réduction sensible de la consommation de pétrole, ce qui a anticipé le développement de l'énergie renouvelable, favorable à une vie collective planétaire plus propre. Cette orientation irréversible annonce sans doute une nouvelle révolution énergétique. Quelle est alors, devant toutes ces transformations prévisibles,
le nouveau rôle des parlements dans ce contexte de changement structurel qui s'annonce? La réponse, elle est très simple. Accomplir les 3 principales missions avec davantage de courage et de discernement. Et même dans certains cas, il faut totalement revoir ensemble avec toutes les institutions le rôle même du parlementaire sur le fond. Dans cette logique, dans le cadre de la mission législative, la vision doit être entièrement nouvelle, voire révolutionnaire. Il faudrait plus que les lois soient adoptées de manière routinière ou mécanique. Si l'on veut que la leçon de la pandémie soit utile, un nouveau chantier législatif qui redéfinirait toute la vie économique et sociale devra s'ouvrir. Dans le domaine social et sportif, des normes adaptées au contexte de sauvegarde collective doivent être conçues et adoptées. Dans le monde du travail, le télétravail devra être codifié et les relations employeurs et employés redéfinies. En matière de relations internationales, les parlements doivent poursuivre de plus belle leurs efforts d'harmonisation des législations et également les efforts d'intégration des espaces régionaux et sous-régionaux. À ce titre, les outils législatifs de la ZELCAF que je viens de définir tout à l'heure, ça donne la zone de libre-échange africaine, doivent être ratifiés par tous. S'agissant de la mission de contrôle parlementaire, il faut également continuer à innover en dépassant les méthodes fondées sur des débats en plénière autour des questions dont les réponses préparées par des fonctionnaires sont lues mécaniquement par des ministres et qui savent qu'il n'y a aucune sanction qu'ils peuvent redouter des élus. Face aux grands changements économiques et sociaux, il faut que le contrôle parlementaire emprunte à l'audit et à la gestion axée sur les résultats, leurs outils afin de déboucher sur une adaptation progressive de la pratique de ce que nous appelons l'évaluation des politiques publiques par, bien sûr, les élus. Pour ce qui est de la mission de représentation, les parlements devront dorénavant s'ouvrir davantage aux citoyens et les impliquer dans la phase préparatoire de la procédure législative, afin que la loi soit mieux acceptée parce que de moins en moins verticale. C'est-à-dire, il faut associer à la préparation de la loi toutes les forces vives des pays, la société civile dans toutes ses structures. Il faudrait également, de par leur proximité avec eux, que les parlementaires préparent les citoyens de base aux changements sociétaux qui doivent contribuer à améliorer la vie en commun par la sauvegarde de l'environnement et la création des conditions décentes d'expression des rapports sociaux. En définitive, du choc imprévu de la COVID-19, il faut encourager les parlementaires de tous les pays à mieux légiférer, à préparer les nouveaux paradigmes qui rendront le monde meilleur. À cet égard, il faut se féliciter de l'initiative heureuse de Dr Hak Jahamoun, la mère de la paix, d'organiser le rallye de l'espoir en juillet 2020, occasion pour d'imminentes personnalités de ce monde de transmettre des messages de paix et une nouvelle vision morale, éthique et spirituelle, économique et culturelle. Par ailleurs, d'ailleurs, nous ne cesserons jamais de la remercier pour l'appui multiforme consenti par le FPU, par la FPU, pour la cause de la paix
et de la défense des valeurs humaines, plus que jamais mise en exergue dans le contexte post-COVID-19. Je vous remercie. Merci. Thank you very much for that. Merci beaucoup à vous pour cette observation très importante et très... Donc, c'est très intéressant de voir le paradoxe du COVID-19. D'un côté, les options dévastatrices du COVID-19 sur la pauvreté et autres, mais aussi les buts positifs que cela peut avoir dans le développement politique, économique et social. Donc, il est maintenant mon honneur d'introduire l'honorable Rebecca Kadaga, présidente du Parlement d'Ouganda. Vous avez la parole. Et j'aimerais aussi vous rappeler d'ouvrir vos micros. Pouvez-vous m'entendre? Donc, je vous accueille ici à l'Ouganda et j'aimerais remercier la Fédération pour la paix universelle et tous les participants pour cette première conférence internationale PDG. There have been a number of infections and deaths, but not as high as on other continents. We are still waiting for research. Donc, nous attendons toujours pour comprendre. La recherche est en cours, elle éclairera les stratégies. Certaines économies et certaines personnes ont payé un prix élevé par les mesures de quarantaine et de l'âge dans tous les secteurs différents. Dans le Parlement seulement, nous avons perdu 2000 heures de temps de travail parce que nous avons donc il y a aussi eu beaucoup de pertes de travail et d'argent, d'entrée d'argent, mais il y a aussi eu des opportunités. Premièrement, je pense que la santé publique va commencer à être beaucoup plus cruciale dans les communautés. Laver les mains régulièrement et garder ce genre de mesures d'hygiène est quelque chose qui doit rester mentalement, de sorte à ce que nous n'ayons pas besoin de penser trop à cela. Donc maintenant, dans nos communautés, donc, nous avons eu une explosion d'innovation. Donc je pense qu'en Ouganda, nous n'avons jamais acheté. Donc, nous avons déjà des propres masques et des solutions hydroalcooliques. Et à un niveau gouvernemental, nous avons besoin d'être plus résilients sur le côté social et de la santé pour être donc la responsabilité. Donc, durant la pandémie, donc notre comité a été capable de venir avec des mesures pour répondre à ce genre de problème. Le Parlement lui-même a changé. On ne s'assoit plus dans notre chambre, mais nous
s'asseyant dans les chapiteaux à l'extérieur pour observer une distanciation sociale, mais aussi nous permettre d'avoir moins de personnes qui feront le même travail. Nous avons également un groupe. Donc, notre travail est à moitié physique et à moitié virtuel. Et donc, à travers cela, nous avons pu diminuer le budget dans ce format. Donc, le parlementaire et par donc, nous avons aussi un très grand Donc, nous avons aussi le devoir de travailler sur les relations entre États en tant que parlementaires. Et je pense que nous avons cette responsabilité en tant que parlementaires de le faire. Donc, nous avons aussi une nouvelle situation parce qu'à cause du verrouillage, les personnes ont dû développer de nouvelles carrières et de nouvelles choses qu'ils ne faisaient pas avant. Donc, les gens commencent maintenant à réfléchir sur ce qu'ils peuvent faire dans le futur. Et tout cela, nous devons le faire pour faire face. Donc, sur l'effort social, il y a des réactions mixtes. Donc, les gens ont commencé à bouger vers l'ère digitale, mais la quarantaine a permis aux familles de rester ensemble pendant plus longtemps. Pour d'autres, c'était mieux, pour d'autres, c'était pas bon du tout. Mais parce qu'il y a les cas de violence domestique, et tout ça sont les choses qui se passent durant la quarantaine. Et la chose intéressante ici en Uganda, c'est que les mariages, en temps normal, il y a plus de 500 personnes. Mais à cause de la nouvelle loi, il n'y a que 10 personnes au maximum. Et ça a permis de diminuer le coût des mariages, mais aussi de diminuer le nombre de personnes. Donc, je pense que dans le futur, on n'aura plus beaucoup d'Ougandais qui font des mariages avec 500 personnes. Mais ça nous a aussi permis de commencer à utiliser les ressources naturelles très importantes de ce pays. Donc, il y a beaucoup de choses que nous recevions de la Chine et d'autres pays, mais maintenant nous devons adresser et faire face et tourner notre recherche et notre innovation pour être sûr que nous utilisons les ressources de ce continent, pour être sûr de faire ce que nous devons faire et augmenter la valeur à notre continent. Donc, en tout, certes, il y a eu un problème, mais je pense que c'était un appel de réveil pour que nous puissions nous lever. Donc, j'aimerais remercier Madame Mère Moon et la Fédération pour la paix universelle pour cette opportunité que vous nous avez donnée de parler ensemble. Et merci beaucoup, c'était très fascinant. Et j'aime beaucoup le point mis sur la concentration sur la résilience. Et ça va aussi avec ce que Son Excellence Iligbar était en train de dire sur le point du développement. Et je vois que nous avons l'honorable Kadzimurov Omarov, qui est membre de l'État de Douma de la Russie. Donc, vous avez la parole. Et j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, d'enlever votre silence. Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, меня слышно. Есть звук, да? Mesdames et messieurs, Хотел поприветствовать всех выступающих коллег. donc je suis heureux d'accueillir tout le monde de Russie. Le thème de notre rencontre me paraît très importante pour la Russie. Donc, vous savez,
que l'année passée, nous avons eu le sommet qui a été ouvert par le président Vladimir Poutine et il y a eu 45 стран представляли главы государств и главы правительств, где обсуждались вопросы развития африканского континента. Donc à ce temps, il discutait. Donc dans le passé, la Russie était très active dans l'échange culturel en Afrique. Et l'Union soviétique a aussi donné beaucoup d'aide humanitaire aux nations africaines et les relations entre les États d'Afrique et la Russie. Je me rappelle que c'est dur. On commençait à être restauré, mais à cause de la pandémie et de tous les problèmes autour du monde, et certes l'Afrique souffre aussi. Donc, maintenant, l'Afrique a besoin de beaucoup plus d'assistance que dans le passé. Donc, maintenant, la Russie donne beaucoup plus d'aide à l'Afrique, spécialement dans le combat contre le COVID-19. Donc, dans le côté de l'éducation, nous augmentons le quota pour que les étudiants africains puissent avoir une meilleure éducation dans les universités, et ce, avant et après la pandémie. L'année passée, nous avons eu nous avons été rassemblés en Éthiopie. Nous avons appris beaucoup à peu près à propos de la culture de l'Éthiopie et j'étais très heureux parce que c'était ma première fois de visiter l'Afrique et j'ai vu comment profond et ancienne cette culture est très importante, spécialement pour le continent européen. Donc, je suis d'accord vraiment absolument avec tous ceux qui ont parlé aujourd'hui. Et cette conférence, nous devons donc spécialement dans le développement de l'Afrique. Donc, investir en Afrique maintenant est très effectif. Donc, les pays où il y a une stabilité et les gouvernements payent plus attention pour le développement de nouvelles compagnies et de nouveaux business. Donc, c'est à causer beaucoup de Russes d'aller en Afrique pour qu'ils puissent voir. Et donc, après la pandémie, la Russie va continuer toujours à avoir des relations avec les nations africaines et aider à surmonter les conséquences. Donc, j'aimerais dire que l'année 2020 est dure. Donc, personne ne s'attendait à ce que quelque chose d'aussi historique arrive, mais peut-être c'est la volonté de Dieu, le Créateur, que nous expérimentons ces difficultés, mais que ces difficultés nous rapprochent et nous rendent un, et que nous deviennent un dans la compréhension que l'Afrique a besoin de paix, mais aussi le Moyen-Orient. Nous espérons vraiment que les gens se retrouveront beaucoup plus proches l'un de l'autre, mais que les populations se supporteront plus l'un l'autre. Et donc, j'aimerais supporter et apprécier tous les représentants des nations d'Europe qui se sont levés pour supporter le Liban après le grand désastre qui s'est produit. Donc, 15 ans aujourd'hui marque le 15e anniversaire de la Fondation pour la paix universelle. 2020 représente 15 ans d'existence de la FPU et c'est le 100e anniversaire
de le docteur Moon, qui est fondateur, et vraiment cette fédération travaille pour apporter la paix partout dans le monde. Et donc, nous devons vraiment travailler tous ensemble pour créer une paix mondiale, une paix en Afrique. Donc, la Russie n'a jamais colonisé une nation africaine, mais au contraire, historiquement, nous avons toujours été là pour les protéger et les aider dans la lutte contre. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints et nous sommes heureux que vous ayez pu nous rejoindre. Donc, nous avons eu des perspectives très intéressantes et je peux voir que le chat est vraiment en train d'exploser avec les gens qui posent beaucoup de questions. Donc, nous avons juste le temps pour une question pour tous nos conférenciers. J'aimerais leur demander s'ils pourraient garder les réponses à 1 minute maximum. Donc, ce que les gens disent, c'est que l'importance profonde qui a été communiquée par nos conférenciers. Est-ce qu'il y a... Bon, il y a eu beaucoup d'étapes concrètes ou idéologiques qui ont été faites, qui ont été données. Mais... Donc, ils demandent qu'est-ce qui est une ou deux choses que nous pouvons faire pour encourager et développer l'Afrique. Qui voudrait aller en premier? Donc, de nos 5 conférenciers, qui aimerait? Donc, Votre Excellence, vous pouvez prendre la parole. Donc, merci. Je pense que généralement, les actions concrètes que nous puissions faire, c'est... Do you want to speak, sir? You can So, speak before me. may I suggest you had already started, Your Excellency Barr, so possibly just continue, and then we will come to you next if possible. So please do continue. Okay, yeah, I'll do it shortly. Okay. So, Donc, je vais le diminuer. Donc, la communauté israélite, les personnes aiment l'Afrique. Donc, nous pensons que nous devons réfléchir au-delà de nous et de créer une communauté qui a un aspect positif pour l'Afrique et créer une mission qui pourra aider l'Afrique et des personnes qui pourront travailler en Afrique, mais aussi en dehors. Et donc, ce que je voudrais dire pour répondre à votre question, c'est de rassembler et d'unir les bonnes personnes, créer une unité de par le monde afin d'encourager et de développer l'Afrique. Donc, unifier les compagnies dirigeantes dans le monde, dans les secteurs qui pourront supporter le développement de l'Afrique afin de pouvoir maximiser leur potentiel en Afrique et aussi d'amener un grand nombre d'experts diversifiés dans les différents secteurs. Donc, pour développer l'Afrique, je pense qu'il faut vraiment créer des valeurs humaines, dans les connexions humaines. Donc, par exemple, créer des valeurs pour vous et créer des relations et vous connecter avec d'autres personnes qui peuvent augmenter des valeurs, qui peuvent vous augmenter des valeurs que moi, je ne pourrais pas vous apporter. Et donc, nous connecter et augmenter plus de valeurs l'un l'autre. S'il y a un problème qui doit être résolu comme un problème agriculturel, donc nous devons avoir des experts agriculturels qui peuvent apporter une grande solution sur là-bas. Donc, créer une connexion entre des compagnies de plus de milliards de dollars et des compagnies locales d'Afrique afin qu'ils puissent
travailler et se développer mieux. Donc ici, à Empower Africa, c'est encourager les connexions avec l'Afrique et permettre aux gens de se connecter de manière éthique avec les Africains, les compagnies africaines, les gouvernements africains, et ainsi attirer des investisseurs internationaux afin qu'ils puissent aider à développer l'Afrique. Donc, l'Israël est connu comme une bombe. Israël est connu comme une bombe de développement sur tous les différents aspects. Donc, je pense que c'est comme ça que je peux répondre à votre question. Donc, je pense que la réponse a été d'apporter une connexion diverse et humaine. Donc, honorable Omar, vous pouvez maintenant prendre la parole, parce que je sais que vous vouliez vraiment parler. Donc, je suis vraiment d'accord à 100% avec ce que Honorable Bar a dit. Et je pense que reste à parler du développement dans le continent. Mais je pense que la question, c'est qu'est-ce qui est le plus important? Donc, je vais attirer votre attention sur le fait que les statistiques, je pense que tous mes collègues ici ont accès aux mêmes données. Si vous n'avez pas, nous pouvons le partager. C'est de comprendre, en comparaison, le nombre de personnes qui meurent de faim en Afrique est vraiment très grand et ce nombre augmente drastiquement. Donc, j'aimerais apporter votre attention. Donc, sur les mesures urgentes, c'est permettre aux enfants affamés d'arrêter, de changer. Donc, c'est maintenant vraiment s'unir et aider l'Afrique immédiatement. Donc, ce que je comprends, c'est que sans aucune aide humanitarienne, il ne peut pas avoir de changement. Donc, j'aimerais inviter notre autre conférencier qui voudrait donner sa parole. Donc, vous avez la parole. Donc, merci beaucoup. Donc, pour moi, la réponse est il n'y a qu'une seule. C'est investir en Afrique. Je pense que nos amis ne doivent pas utiliser l'Afrique comme une source de matériel, mais investir dans le continent. Et le deuxième côté, c'est l'équité sociale. Donc, cette pandémie a permis de faire ressortir les petits business. Et les petits business commençaient à s'arrêter. Donc, par exemple, le taxi, il n'y a plus de 9 personnes qui travaillent juste autour de ce taxi. Donc, ces choses ont été très affectées à cause de la pandémie. Donc, juste trouver un moyen d'aider les petits business à monter. Et je pense que vous avez vraiment raison. Donc, investir en Afrique, absolument. Donc, pour nos deux autres conférenciers, y a-t-il un de vous qui voudrait partager? Donc, oui, Excellence. Donc, s'il vous plaît, Votre Excellence Das Neves, vous avez la parole. Merci. Donc, l'Afrique doit vraiment se retrouver. Donc, la pandémie avec le coronavirus nous a rendu clair au monde, et spécialement à l'Afrique, quelle est la réponse à la question importante qui reste, spécialement en Afrique. L'Afrique doit avoir son propre agenda. Créer des projets de développement basés sur ses besoins
na questão do poder mais aussi sur a qualquer preço, les combats politiques relegando os direitos au-delà du pouvoir, social do povo para o segundo plano. mais aussi A donner África precisa de uma agenda com le droit base à la justice sociale formar e d'avoir formar os seus filhos. accès Ter gente com capacidade aux élections. disposta em todos os níveis. Donc l'Afrique doit avoir son propre agenda pour éduquer ses enfants, A ser pour uma mão de obra créer precária. des structures Mão de obra qualificada. Donc, il semblerait qu'il y ait un problème de connexion. So it appears that there's an internet Donc, problem il and semblerait qu'il y ait un problème d'Internet. Donc, ce que je vais dire, c'est juste aller de l'avant. Donc, c'est très intéressant la manière dont le thème de l'unité, la transparence, de nouvelles perspectives sont répétées dans tout cela. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé vos idées à propos de ça. J'aimerais demander à votre Excellence Ousseini, est-ce que vous avez quelque chose que vous voudrez partager aujourd'hui? Oui, merci madame. Encore une fois, merci donc pour l'organisation de ce débat. Je voudrais tirer des conclusions partielles. Parce que, comme on le sait, et comme par le passé, les crises, après les crises, c'est toujours des innovations. Les moments les plus propices aux innovations, c'est pendant les crises. L'Afrique post-Covid n'est pas isolée du reste du monde. Elle doit être analysée dans le contexte international post-Covid, avec la redéfinition de nouvelles normes de multilatéralisme. Mais plus spécifiquement, les valeurs de solidarité, de fraternité, de justice, de dignité doivent être cultivées d'abord entre Africains, par le renforcement notamment des organisations sous-régionales et de l'unité africaine. Comme on le dit, et toi, Dieu t'aidera. Il faut d'abord qu'en Afrique, d'abord que nous nous ressaisissions. L'Afrique est en retard en matière de technologie. L'Afrique est en retard dans le domaine des investissements. L'Afrique est en retard dans le domaine de l'éducation. Je pense que, dorénavant, pour combler tous ces retards-là, l'Afrique doit se redéfinir des objectifs prioritaires dans ces domaines que je viens de citer, principalement l'éducation et la promotion des investissements privés. Le reste, le plan Marshall, l'aide internationale, ne viendront qu'en appui aux efforts déjà africains, qu'on se le comprenne. Madame, Monsieur, encore une fois, merci d'avoir nous donné cette opportunité de nous prononcer sur l'avenir du monde et sur l'avenir spécifiquement de l'Afrique dans cette période difficile que nous traversons. Mais comme nous le disons encore, il faut être optimiste. Après la crise, certainement, ce sera une nouvelle période qui s'annonce. Je vous remercie. Voilà. And thank you very much, sir. Et merci beaucoup. Donc, ce que je trouve très inspirant de nos trois partenaires, de nos trois conférenciers de l'Afrique, c'est, comme ça a été dit, c'est se redéfinir avec de nouvelles valeurs et de nouveaux buts. Donc, je pense que les contributions individuelles et après avec les contributions et les limites avec d'autres personnes. Donc, le ciel est la limite. Donc, je me rends compte que nous arrivons à la fin de notre temps ici, de cette session très fascinante. Donc, comme je l'ai dit au début, nous avons M. Peter Heider qui va nous donner un bref résumé
de l'AIPP. Donc, vous avez la parole. Donc, enlevez le silencieux. Donc, merci, Heather. Merci de nous avoir guidés à travers cette distinction. Donc, distingués panélistes, Excellences, Mesdames et Messieurs, donc, pour moi, en tant qu'Européen, il est très important d'entendre ces voix de la Russie, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Donc, c'est très bon pour l'esprit européen, mais l'âme européenne aussi. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, en tant que représentant de la Fédération pour la paix universelle, donc, je peux dire que je travaille vraiment très proche avec donc, les fondateurs de la Fédération pour la paix universelle, le révérend Dr. Sun Myung Moon et Dr. Hak Ja Han Moon, ont lancé l'initiative mondiale parlementaire pour la paix dès 2001 et en 2018, c'est devenu un portrait de la FPU, une organisation de rencontres en Corée et de par le monde, donc sur tous les continents et de par les nations. Aussi à Vienne, nous avons eu notre inauguration en septembre 2017. Donc, pour mettre une lumière sur beaucoup de choses. Donc, vous pouvez voir le bâtiment des Nations Unies derrière moi, mais aussi vous pouvez voir le Blue Danube. Donc, l'Afrique a le Nil bleu et l'Europe a le Blue Danube. Donc, nous sommes connectés. Donc, comme nous le savons, notre monde est confronté à un large éventail de problèmes, notamment les conflits territoriaux, conflits religieux et raciaux, la dégradation de l'environnement, le changement climatique, l'extrémisme violent, la pauvreté, la faim, la prolifération nucléaire et la corruption. Chacun de ces éléments constitue de graves menaces pour le développement humain et la réalisation de la paix dans notre monde. Donc, spécialement pour les parlementaires, parce qu'ils font face avec les problèmes majeurs, immédiats, donc ils sont forcés à payer attention. Non pas tout ça, mais aussi au niveau national. Nous ne devons pas aussi oublier que notre organisation vient de la Corée, que la péninsule coréenne est jusqu'à présent séparée. Même maintenant, 70 ans après le début de la guerre de Corée, les habitants de la péninsule de Corée cherchent toujours un moyen de communiquer dans leur nation mère, du nord vers le sud ou du sud vers le nord. Donc, nous devons quand même savoir qu'il est un de nos devoirs que de supporter la Corée et d'en faire un pays où ils peuvent se déplacer librement. Les parlementaires pour la paix ont l'occasion d'identifier un certain nombre de problèmes. Premièrement, aborder les causes profondes des problèmes en engageant et encourageant l'autoréflexion et auto-évaluation. Donc, autoréflexion et auto-évaluation. Deuxièmement, combattre la corruption en exerçant leur vote sur diverses questions budgétaires et en soutenant non seulement l'enseignement universitaire traditionnel, mais aussi les valeurs de l'éducation. Donc, très important pour nous, les valeurs éducationnelles. 3. Travailler à la création de comités de consolidation de la paix bipartite. 4. Dans les pays et régions où les conflits sont
endémique et où les gens ont perdu tout espoir de paix véritable, organiser des programmes et des séminaires des ambassadeurs pour la paix pour reconstruire l'espoir et la confiance. Donc, reconstruire l'espoir et la confiance dans ce genre de situation. Donc, cinquièmement, travailler à travers les secteurs et en tant que groupe pour éradiquer la corruption qui ne connaît pas de frontières. Donc, travailler au-delà des secteurs. Donc, sixièmement, soutenir le partenariat entre religion et politique comme moyen substantiel de cibler le comportement quotidien pour une réelle transparence. Donc, vraiment très important pour la FPU, le partenariat entre la religion et la politique. Donc, je vais terminer par quelques mots que le fondateur de l'AIPP, l'Association internationale des parlementaires pour la paix, le Dr. Haq Jahan Moon, a prononcé à Londres en septembre 2016 lors de l'inauguration de l'AIPP Europe et Moyen-Orient. Et il a dit, je cite, « En construisant un monde éternel de paix, les dirigeants politiques de chaque nation doivent posséder un caractère moral et suivre les valeurs éthiques et la voie de la conscience. Le monde changera lorsque les parlementaires du monde, les politiciens du monde s'uniront et coopéreront pour le bien de la paix. » Et j'aimerais ajouter, donc une personne qui vient des Nations Unies, en ligne avec les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, nous, les personnes du monde, aujourd'hui, devons être unis et de sorte à ce que ce monde puisse se développer en accord avec les objectifs de développement durable et nous unir et coopérer pour le bien de la paix. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Peter Heider, pour ces mots très inspirants. Donc, en terminant, j'aimerais vous remercier et remercier tous les conférenciers pour ces idées que vous nous avez données, ces discours que vous nous avez donnés. Donc, merci beaucoup à tout le monde de par le monde qui nous ont joints aujourd'hui à cette session, cette Fédération pour la paix universelle, cette session de la Fédération pour la paix universelle, Conférence internationale des leaders 2020. Donc, laissez-moi vous rappeler que la 4e session avec l'Association interreligieuse pour la paix et le développement aura lieu dans environ 15 à 20 minutes. Cette session sur le thème des perspectives des leaders religieux et spirituels promet d'être très fascinante. Donc, c'était Elder Vokush qui vous souhaite une conférence fructueuse et engageante. Merci beaucoup.